Bonjour à tous, je vais donc vous faire une vidéo pour vous présenter la correction de la séance numéro 1 que vous m'avez envoyée par mail pour les devoirs. Donc la grande majorité des élèves m'ont déjà donné les documents, donc je vous apporte une première correction. Donc on est sur la séquence numéro 6, les accidents du travail qu'on appelle AT et les maladies professionnelles qu'on appellera MP. L'objectif de la séquence était de différencier un accident du travail d'une maladie professionnelle. Donc, voir quelles vont être les différences entre ces deux types de conséquences d'une activité de travail. On est dans la séance numéro 1, avec donc la reconnaissance d'un accident du travail d'une maladie professionnelle. L'objectif, c'est de prendre conscience des dommages provoquant un AT et ceux provoquant une maladie professionnelle. La question numéro 1, il fallait donc analyser la situation de Brice par la méthode du QQO-QCP, donc on a un peu l'habitude de l'utiliser maintenant. Donc, quel était le problème? Quel est le problème? Le problème, c'est la reconnaissance de l'arrêt de travail. Donc, on sait que Brice a eu un accident du travail. Par contre, ce qu'on ne sait pas, et ce que Brice ne sait pas non plus, c'est quelles vont être les démarches pour avoir la reconnaissance de l'arrêt de travail. Donc, qui est concerné? On a dit que c'était Brice. Il travaille donc dans l'entreprise USI+, depuis 3 ans. Comment est arrivé l'accident? Eh bien, on usait dans une pièce, il a trop rapproché sa main, ça a été réussi par beaucoup de personnes. Et enfin, pourquoi il faut résoudre ce problème? Eh bien, pour mieux réagir au prochain arrêt de travail. Il fallait ensuite, dans la question numéro 2, identifier la problématique de la situation de Brice en cochant la bonne réponse. Donc, c'était la dernière proposition. Pourquoi? Premièrement, car c'est celle qui est le plus en lien avec cette analyse. Si on regarde bien, c'est notre problème. De plus, on peut également procéder par élimination. Pourquoi les pompiers sont intervenus? Bien, on sait pourquoi les pompiers sont intervenus. Ils sont intervenus parce que Brice est en accident du travail. Comment apporter les premiers secours aux blessés? Cela n'est pas vraiment la question de notre situation. Et puis, lorsqu'on a le diplôme SST, on sait également comment apporter les premiers secours. Donc, la seule réponse qui était au fait possible, c'est qui était le plus cohérent de notre situation, c'était bien celle-là. Comment reconnaître un accident du travail? Dans la question numéro 3, je vous demandais donc de repérer en encadrant dans le document 2, donc celui-là et celui-là, sous ces deux documents sont intégrés dans le document numéro 2. Vous deviez donc repérer l'origine des accidents de travail qui vous concernent et enfin le type de maladie professionnelle le plus fréquent dans votre secteur. Donc ce sont des chiffres qui concernent le secteur de la métallurgie, donc votre secteur à vous. Il fallait regarder les pourcentages. Donc, je vous avais dit également de regarder la version en couleur pour vous aider, que je vous ai envoyé par mail, par pronote, etc. Donc, si on regarde les pourcentages des accidents de travail en 2017, le pourcentage le plus élevé, c'est 55%, qui correspond aux accidents liés à la manutention manuelle, c'est-à-dire en fait au déplacement de charges lourdes manuelles. Si maintenant on s'intéresse aux maladies professionnelles, on procède de la même façon. On va aller voir les pourcentages. Quel était le pourcentage le plus élevé? 77%. C'est relié à quelle maladie professionnelle? Les maladies des articulations, ici. Donc, il fallait encadrer ce que j'ai, moi, surligné en jaune. Cette question a été oubliée par beaucoup de personnes. Donc, il faut être vigilant. Ce n'est pas parce qu'une question n'est pas suivie de pointillés qu'il n'y a pas de réponse à apporter. Vous faites encore souvent cette erreur, il faut essayer d'y remédier. Pour la question numéro 4, donc, le document 3, relié à la question numéro 4. On a, à gauche, l'accident du travail à proprement dit. Qu'est-ce qu'un accident du travail proprement dit? C'est un accident qui survient par le fait ou à l'occasion du travail. C'est une action qui est soudaine et violente et il provoque une lésion. On va maintenant aller voir à droite avec les couleurs. Zone d'accident du travail, c'est les zones en rouge. L'accident du travail peut avoir lieu en entreprise, au bureau, en atelier. C'est ce que vous avez ici. Il peut également avoir lieu sur un chantier, chez un client, chez un fournisseur. Ce qui est important, c'est qu'il y a aussi ce lien. Donc, chantier, client, fournisseur ou encore au bureau. Après, on a également les accidents du trajet, qui sont des accidents du travail, mais un peu particuliers, car ils ont lieu entre le trajet du domicile et le trajet
de l'atelier, le trajet vers l'entreprise, vers le bureau, etc. Donc, si on a un accident sur la route en allant du travail à la maison ou de la maison au travail, on est bien en vert, c'est donc un accident du trajet. On va avoir les mêmes droits que pour un accident du travail. Cet accident du trajet est aussi possible si, lors du retour, on s'arrête, faire des courses, par exemple, c'est ce qu'on appelle la nécessité de la vie quotidienne. En revanche, tout accident qui a lieu chez soi ou pendant un loisir va être considéré comme un accident de droit commun puisqu'il n'a pas lieu ni au travail, qu'il n'ait pas lieu non plus entre le trajet, domicile, travail. Donc, ce qu'il fallait retenir, c'est ce que je vous avais mis en gras. Qu'est-ce qu'on appelle un accident du travail, comme on dit? Donc, je me répète, c'est un accident qui survient par le fait ou à l'occasion du travail. Il s'agit d'une action soudaine et violente et enfin, il provoque une lésion. Donc, dans la question numéro 4, donc, je vous ai remis ici l'encadré du document 3 qui doit vous permettre de répondre à cette question. Identifiez dans le document 3 les informations correctes permettant à un accident d'être reconnu comme accident du travail. Donc, on se trouve ici. Action soudaine et violente et entraîne une blessure. Vrai, puisqu'on a ici action soudaine. Une maladie sur le long terme due à la réalisation de travaux professionnels. On est sur du long terme, c'est faux. Regardez, ici on est soudaine. Donc ce critère est en fait l'opposé de ce critère. Accident survenu sur le lieu et sur le temps de travail. On est bien ici, c'est en lien avec ça, donc on est toujours dans le vrai. Accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. C'est exactement la même phrase que celle-là. Donc, vrai, ça a été réussi ça aussi. Accident survenu sur le trajet domicile-entreprise. C'est faux. Ce n'est pas à proprement dire un accident du travail vu qu'on est sur la distance domicile-entreprise. Un accident qui est survenu en dehors des heures de travail, c'est faux. On a dit tout à l'heure que tout accident qui survenait à la maison, sur un lieu de loisir, était considéré comme un accident de droit commun. Donc, c'était bien faux ici. Être un salarié déclaré, vrai. Donc, effectivement, cela n'était pas indiqué dans le document précédent. C'était, si vous voulez, un piège. C'était à vous donc, de trouver cela de manière implicite. Si on travaille au noir, si on est un salarié qui n'est pas déclaré, on est en situation d'illégalité et on ne peut pas avoir la reconnaissance d'accident du travail puisqu'on est en inégalité. Donc c'était bien vrai. Si on n'est pas déclaré, on ne peut pas avoir accident du travail, donc vrai. Et enfin, être retraité, ben, c'est faux. On ne peut pas avoir un accident du travail en étant à la retraite puisque on n'est plus sur le lieu de travail. Ok. Donc, sur le document suivant. Donc, rappel sur la séance numéro 1. Toujours ce que vous avez travaillé. Le document numéro 4. Tableau de la maladie professionnelle simplifié. Donc, c'est un vrai tableau de maladie professionnelle que j'ai simplifié pour vous. Donc, c'est le tableau du régime général. Donc, c'est le tableau numéro 57 sur les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, affection. Affection, ça veut dire une maladie, une atteinte. Périarticulaire. Je vous ai appris à essayer de décomposer les mots. Dans articulaire, on retrouve articulation. Donc, ça veut dire en fait que c'est une atteinte, une maladie des articulations. Et péri, ça veut dire autour. Ce n'est pas important. Ce qu'il fallait retenir, c'était que c'était une affection des articulations. Donc, ce tableau a été créé en 1972. Il a été mis à jour en 2017. Ok. Le tableau va être composé de 3 colonnes que j'ai mis avec des codes couleurs. Première colonne, c'est la désignation des maladies. Donc, on est sur l'articulation, mais plus sur la partie du coude. On parle de tendinopathie. Donc, je vous ai simplifié ce terme. C'est une tendinite, tout simplement une douleur au tendon. Cette colonne va en fait préciser les symptômes que doit présenter le salarié. C'est-à-dire, en fait, ce que le salarié va ressentir. Et il peut ressentir une douleur au tendon au niveau du coude. Ok. Le délai de la prise en charge, en jaune-orange. Ça va être, d'une part, ce qu'on appelle un délai de prise en charge. C'est-à-dire, le délai à partir duquel on ne peut plus avoir la reconnaissance de maladie professionnelle.
premièrement. Donc ça veut dire 90 jours. C'est-à-dire que une fois que le salarié a arrêté son activité de travail, il a 90 jours pour déclarer sa maladie professionnelle. Sinon, ça veut dire que cette maladie n'est plus en lien avec son activité de travail. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, qu'est-ce qu'on a entre parenthèses? Sous réserve d'une durée d'exposition de 90 jours. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour avoir la reconnaissance de maladie professionnelle tendinite du tendon du coude, il faut avoir au minimum travaillé 90 jours. Mais travailler 90 jours, donc quoi? Avoir fait quoi dans ces 90 jours? C'est ce que nous dit la colonne numéro 3, en vert. Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies. Donc, en d'autres mots, quels sont les gestes qui vont occasionner les douleurs? Et là, on a travaux comportant habituellement, souvent des mouvements répétitifs ou des postures maintenues en flexion forcée. Donc, pour rappel, c'est ce qu'on a vu dans la séquence numéro 4 qui portait sur les troubles musculo-squelettiques, sur les TMS. Donc, pour que le salarié ait la reconnaissance de maladie professionnelle, donc s'il a une douleur au tendon au niveau du coude, il a 90 jours après avoir arrêté son travail pour se manifester et avoir travaillé au minimum 90 jours. Travailler dans quoi? Dans une activité de travail entraînant des mouvements répétitifs ou des postures maintenues en flexion forcée. Donc, on va s'intéresser dans la question numéro 5 à la situation de M. Pascal. Donc, M. Pascal est salarié de l'entreprise UsiPlus depuis 6 semaines. Il répète plusieurs fois les mêmes gestes. Depuis 15 jours, il est en arrêt de travail. Les examens médicaux révèlent une tendinopathie du coude. Critère numéro 1. La personne est salariée ou a été salariée? Oui, puisque M. Pascal travaille dans l'entreprise depuis 6 semaines. Donc, il est salarié. Les symptômes ou la maladie sont identifiés dans un des 98 tableaux de la sécurité sociale. C'est le document 4, donc c'est bien le tableau numéro 57. Donc, oui, c'est référencé et en plus, il a les symptômes tendinite du coude. Il a des douleurs au coude. Quels sont les gestes qu'il a réalisés? On vous dit que M. Pascal réalise plusieurs fois les mêmes gestes. Il répète plusieurs fois les mêmes gestes. Ici, hop, il répète plusieurs fois les mêmes gestes. Donc, on retourne dans le document. Qu'est-ce qu'on regarde? Travaux comportant habituellement, souvent, des mouvements répétitifs. Donc, oui, c'est vrai, et en plus, on a la justification qui est ici. Maintenant, dernier critère. Le délai de prise en charge et le temps d'exposition sont respectés. Monsieur Pascal travaille dans l'entreprise depuis 6 semaines. 6 semaines, ça fait combien de jours? Ça fait environ un mois, ça fait 30 jours, 31. On rajoute 2 semaines, ça nous fait 14 jours. Monsieur Pascal est environ à 54 jours de travail, ce qui est inférieur à 90 jours. Donc, non. Maintenant, pour que la reconnaissance de la maladie professionnelle soit validée, il faut que les 4 critères soient validés. Les 4 critères nécessaires. Il faut que les 4 soient validés. Or, le 4e n'a pas été validé. Donc, il n'aura pas la reconnaissance de maladie professionnelle car tous les critères ne sont pas respectés. Ok. Donc ça, c'était donc les rappels et la correction sur la séance numéro 1. On va maintenant passer à la séance numéro 2. Les démarches à effectuer en cas d'accident du travail et en cas de maladie professionnelle. L'objectif de cette séance va être de prendre conscience des démarches à effectuer dans les 2 cas. Activité 3, les démarches à effectuer en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle. Donc, le document numéro 5 montre les démarches pour déclarer un accident du travail. Donc, on part du salarié. Le salarié, ici, en vert, s'est blessé. Il doit informer son employeur, son patron, dans les 24 heures. Son employeur va lui remettre ensuite une feuille d'accident du travail. Il va aller consulter le médecin en rouge. Le médecin va lui délivrer un certificat médical en 4 volets. 1, 2, 3 et 4. Qui renvoie au salarié.
Le salarié, il va envoyer à la CPAM le volet 1 et 2. Ok. Entre-temps, on va revenir sur l'employeur. Qu'est-ce que fait l'employeur? Donc, je vous ai dit qu'il remettait une feuille d'accident de travail au salarié. Très bien. Mais en plus, il déclare l'accident dans les 48 heures à qui? À la CPAM. Donc, si on regarde bien, le salarié, lui, il informe juste. Et ensuite, il va consulter. Mais l'ensemble des démarches partent de l'employeur. C'est lui qui va directement déclarer à la CPAM. La CPAM, ça veut dire la Caisse primaire d'assurance maladie. C'est cette caisse qui va s'occuper de verser les prestations en nature et les prestations en espèces. C'est ce que vous avez ici en orange. En fait, lorsqu'on a un accident de travail et ensuite un arrêt de travail, on va pouvoir continuer à percevoir une partie de son salaire, avoir des remboursements au niveau des frais médicaux pour pouvoir en fait prendre en charge l'accident de travail. Et cela, cet argent est délivré par la CPAM. Donc on reprend. Il est important de comprendre que c'est l'employeur qui va déclarer l'accident de travail. Donc les démarches partent de lui. Ok. Document numéro 6. Maintenant, lorsqu'on a une maladie professionnelle, qu'est-ce qui se passe? On a toujours un salarié. Un salarié, il a une douleur. Ici, il a une douleur à l'épaule. Il pense avoir une maladie professionnelle. Très bien. Mais le problème, c'est qu'il lui faut un avis médical. Donc, il va aller consulter le médecin. Toujours en rouge. Il lui remet un certificat médical, 1, 2, 3, 4, au salarié. Le salarié, qu'est-ce qu'il fait? Il va envoyer l'exemplaire numéro 4 à l'employeur, à son patron. Son patron va ensuite lui remettre une attestation de salaire. Et enfin, le salarié envoie l'exemplaire 1 et 2 à la CPAM. Le salarié, si vous regardez bien, il a 15 jours après l'arrêt de travail ou la consultation de la maladie, donc c'est-à-dire chez le médecin, pour prévenir la CPAM qu'il a la maladie professionnelle. Donc, si on regarde bien, l'ensemble des démarches vont partir du salarié. C'est le salarié qui va aller consulter le médecin directement. Il va récupérer des documents pour ensuite aller envoyer à l'employeur. L'employeur lui renvoie un document et ensuite il renvoie les documents à la CPAM. Donc le salarié, dans le cas d'une maladie professionnelle, est beaucoup plus acteur, il est beaucoup plus au cœur de la démarche. Donc c'est très important. Une fois que tout le dossier est monté, a été créé, la CPAM va donc envoyer une copie de la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur pour lui dire, voilà, votre salarié a une maladie professionnelle, le médecin l'a approuvé, j'ai récupéré tous les papiers du dossier, il va prévenir l'employeur. Et ensuite, comme pour l'accident du travail, il pourra verser les prestations au salarié pour compenser son salaire. Donc, si on résume, dans le document numéro 5, on a le salarié qui est moins acteur. Il va juste prévenir son patron pour commencer. C'est son patron qui va lui directement contacter la CPAM. Donc, l'employeur, dans le cas du travail, est acteur. Il déclenche vraiment la démarche. Dans le cas de la maladie professionnelle, c'est le salarié qui fait le plus de démarches. C'est lui qui prévient son employeur, qui va prendre contact avec la CPAM. Donc, tout part du salarié. Dans la question 7, je vous demande donc de résumer les démarches à effectuer pour déclarer un accident du travail, une maladie professionnelle en complétant le tableau suivant. Donc en fait, il faut faire un résumé des documents et de ce que je viens de vous dire à l'oral. Pour ça, vous devez me dire qui effectue les démarches. Quelle est la personne qui enclenche la démarche? Quels sont les délais à respecter? Donc je vous ai donné 2 informations de temps. À vous de les retrouver. Et enfin, je veux savoir à qui est destinée la déclaration. Quelle est la dernière personne à recevoir la déclaration? Enfin, document 7 pour la question 8. Je vais vous présenter le document numéro 7 qui s'intitule l'indemnisation.
Alors, lorsqu'on a un accident du travail, en fonction de sa gravité, il est possible plutôt d'avoir un arrêt de travail. Cet arrêt de travail va avoir une durée plus ou moins longue, regardez ici, en fonction de la gravité du dommage. Prenons le cas d'un accident du travail qui entraîne un arrêt de travail de moins de 28 jours. On se place donc dans cette partie du tableau. Le salarié, il va recevoir des prestations en espèces, c'est-à-dire des indemnités journalières avec un versement de 60% du salaire par la CPAM. Vous vous rappelez, la CPAM, c'est cet organisme qui va verser les prestations lors d'une maladie professionnelle ou lors d'un accident du travail. C'est ce qu'on voit ici en orange. Donc, la CPAM va verser, au cours des 28 premiers jours, 60% du salaire journalier à la personne. C'est ce qu'on appelle les prestations en espèces. C'est pour compenser le salaire. Puisque la personne ne travaille pas, elle va avoir une compensation de salaire. Le salarié va aussi pouvoir recevoir des prestations en nature. C'est ce que vous avez ici, dans le deuxième partie. Avec écrit prise en charge à 100% par la CPAM. Les prestations en nature, c'est-à-dire en fait le remboursement des frais médicaux, des médicaments, etc. Cela est pris à 100% par la CPAM. Ok. On va maintenant passer à un deuxième cas. On a un accident de travail ou une maladie professionnelle qui entraîne une incapacité de travailler supérieure à 28 jours. Donc on va se placer ici maintenant. Qu'est-ce qui se passe? On a toujours les prestations en espèces. Mais si vous regardez bien, ces prestations en espèces sont supérieures. Elles sont maintenant de 80%. Hop, 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 hop. Elles sont de 80%. On le voit juste là. Je vous le mets en exergue, je le fais ressortir. En revanche, pour les 28 premiers jours, elles étaient de 60%. Donc, on observe bien qu'on a une augmentation des indemnités journalières à partir du 29e jour. Donc, si on a une incapacité de travail qui est supérieure à 29 jours, on va recevoir 80% du salaire journalier. En revanche, les prestations en nature, quant à elles, ne sont pas modifiées. On a toujours 100% des frais médicaux pris en charge. Enfin, on peut encore avoir deux autres sortes de versements d'argent lors d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. On va avoir les rentes. On a premièrement les rentes d'incapacité, ce que vous avez ici. Qu'est-ce que la rente d'incapacité? Donc, c'est de l'argent versé en cas de séquelles, c'est-à-dire une cicatrice. Mais une cicatrice profonde qui va rester un certain temps. Par exemple, la perte d'un membre. Là, on est carrément sur une cicatrice, sur une séquelle à vie. Vous comprenez bien que si vous perdez un membre à cause de votre travail, vous n'allez plus pouvoir effectuer le même travail. Donc, vous allez recevoir une rente d'incapacité, c'est-à-dire de l'argent, car vous n'allez plus pouvoir exercer correctement votre ancienne activité de travail. La somme de l'argent va être fixée en fonction du salaire et du taux d'incapacité fixé par la CPAM. Donc effectivement, si vous perdez un membre, c'est à vie. Si vous avez par exemple une entorse, une jambe cassée, un bras cassé, vous comprenez bien que ça va être une durée qui va être moins lente. Vous allez donc recevoir de l'argent moins longtemps et également une somme plus faible. Et enfin, on a le dernier type de rente qu'on appelle la rente aux ayants droit. Ça, c'est vraiment dans le pire des cas, lorsque l'accident de travail ou la maladie professionnelle a entraîné la mort du salarié. Dans ce cas-là, la famille va recevoir de l'argent
car le travail a occasionné la mort de la personne. Donc, dans la question 8, je vous demande de déterminer le type d'indemnisation correspondant à chaque situation en cochant correctement les cases du tableau ci-dessous. Donc, vous avez 3 situations que je vais vous lire. Mais d'abord, il est important de comprendre qu'on peut recevoir plusieurs versements d'argent différents. On peut recevoir une rente d'incapacité, mais également recevoir des prestations d'espèces. L'un n'empêche pas l'autre. Première situation. André a subi un accident du travail en lavant des machines. Il s'est sectionné la main et a des séquelles. À vous de déterminer quel versement il va recevoir. Sylvana, cuisinière, a fait une chute dans la réserve. Il s'est cassé la cheville. Elle a été en arrêt de travail 20 jours, mais sa cheville est guérie. Si on fait la comparaison avec la situation de André, André, il a des séquelles à vie. Il a la main sectionnée. Sylvana, elle s'est cassé la cheville, mais elle a juste un arrêt de travail de 3 semaines. Donc, on ne va pas recevoir techniquement les mêmes types de versements. Pour finir, dernière situation, sur un chantier, ici, un ouvrier a été écrasé sous les chenilles d'une pelleteuse. L'homme a succombé à ses blessures. Donc, on est sur le cas le plus dramatique qu'on a abordé tout à l'heure lorsque je vous ai présenté le document numéro 7. Donc, en conclusion, je vous envoie cette vidéo donc afin de faire le point sur la séance numéro 1 et de vous présenter les documents pour la séance numéro 2. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne journée, au revoir.